cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Nous sommes le lundi 23 décembre 2024. Plus que 2 jours et ce sera la fête de la Nativité. Mais en attendant, on décrypte l'actualité internationale du côté des AE Télévision. Cet après-midi, nous serons au Nigeria. Nous allons parler des relations entre l'Union européenne et la Suisse. Israël sera également au menu et si le temps le permet, nous allons terminer par les États-Unis cet après-midi. Je suis avec l'expert en gouvernance, Joël Ataï-Guédegbe. Bonsoir Joël. Bonsoir Tatiana. Comment ça va? Alors, ça va, on est déjà... En plein dans la fête de la Nativité, hein. En attendant la venue du Christ, nous, on va savoir ce qui se passe à travers le monde. On ne dédaigne pas les cadeaux non plus. Voilà. Nous démarrons du côté du Nigeria. Accusation de déstabilisation du Niger. Abuja répond à Niamey. Accusé de complicité avec certaines puissances par Niamey, Abuja réagit. Oui, bon, on ne sait plus trop... à quoi s'en tenir avec la junte nigérienne qui voit le mal partout. Et on aurait même pu dire qu'avec le Nigeria, les relations étaient plus normalisées qu'avec le Bénin. La frontière est ouverte. Et il est vrai qu'il y a de l'électricité qui circule entre les deux. Il y a une communauté Haoussa très importante sur les deux frontières. Le chef d'état-major de l'armée nigériane était même... du côté d'Abuja, hein? Oui, bon, donc on ne comprend pas d'où viennent ces poussées de fièvre. À tout le moins, si c'est pour réclamer que les anciens dignitaires du régime Bazoum soient obligés de quitter le Nigeria, bon, ça pourrait s'entendre, mais on ne va pas inventer de toutes pièces des choses qui ne tiennent pas la route. On ne peut pas voir le mal partout. Et à cette allure-là, peut-être même, on verrait le mal au niveau des États de l'AES. Et que diraient les autres pays qui sont victimes de terrorisme, qui subissent des attaques? Non, le terrorisme appelle de la coopération entre les voisins, un minimum de synergie dans les renseignements et dans l'approche sécuritaire qui est mise en place de part et d'autre. Mais on ne peut pas, à coup d'invectives, d'accusations, voir le diable, le mal partout. Et puis, bon, si c'est la France, enfin, on ne nomme même plus, on dit... Ouais, exactement. Une puissance. La France est puissamment installée et à l'est du Niger, notamment au Tchad. Et pourquoi on n'accuse jamais le Tchad de préparer quoi que ce soit? Oui, mais peut-être les jours à venir, il va accuser le Tchad. Hein? Ah ben oui, il faudrait plus s'étonner de rien. Mais il faut espérer quand même qu'on tourne cette page-là et qu'on passe à autre chose, qu'on devienne un peu plus majeur dans la construction des relations ouest-africaines. Alors, même si on ne voudrait pas s'étonner, mais on veut comprendre cette attitude de Niamey qui ne cesse de soupçonner à tout vent et ses voisins et qui accuse également ses voisins de tous les maux. Finalement, oui. Bon, disons que c'est une recette qui va être bientôt éculée, mais qui n'est pas moins productive pour l'instant. Elle est mobilisatrice. Oui, mais est-ce qu'elle est encore véritablement, quand on voit un peu ça va s'essouffler. de juillet 2023 bientôt à aujourd'hui, ça semble s'estomper. On ne peut pas être toujours dans la même rengaine et les populations vont finir par s'en rendre compte et demander de vrais comptes à cette junte-là. La CNPC chinoise qui les a aidés avec un préfinancement quand ils étaient aux abois, aujourd'hui est mise à l'amende, doit payer, on lui réclame 100 millions supplémentaires, 100 millions de dollars d'impôts qu'on a débusqués du je ne sais où. Je ne voudrais pas être l'avocat de CNPC, mais il y a une manière de fonctionner au niveau d'un État qu'on ne retrouve pas encore avec cette junte-là. On ne connaît même pas son programme
si son programme consiste uniquement à invectiver, à avoir le mal partout, à avoir des ennemis et à pactiser avec ses voisins, bon, ça va durer combien de temps? Est-ce que c'est ça qui va construire le Niger? Est-ce que c'est ça qui va assurer la sécurité? Et même à l'intérieur du Niger, pour ne pas dire dans les parties, notamment dans la zone des 3 frontières avec bizarrement, les 2 alliés de l'AES, que sont le Burkina et le Mali, dans la zone des 3 frontières de Tillabéri et autres, là, il y a des attaques terroristes. Exactement. Donc, ça veut dire qu'on parachute les gens ou bien ils sortent de sous terre, enfin, on ne sait pas. Et il faut arrêter. Le terrorisme est là et il faut le traiter comme il se doit, mais pas dans la fabulation, sinon on manque de crédibilité. Alors justement, parlant d'affabulation, après le Bénin, c'est le Nigeria maintenant qui est au banc des accusés. Et peut-être le Tchad, comme vous disiez. Hein. Peut-être ici à là le Tchad également. Sait-on jamais, peut-être également un pays de l'AES également. Hein. Alors comment comprendre ce mode de fonctionnement du Niger? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est la démagogie en plein. Disons que quand on est dans l'impasse, quand on n'a pas grand-chose à proposer, bon, oui, cette antienne-là est intéressante. Elle est mobilisatrice. Les peuples ne sont jamais mieux mobilisés, soudés que par l'indication d'un ennemi qui voudrait anéantir tout le monde. Et donc, en attendant, la plupart des querelles internes se taisent. Mais ça ne dure pas trop longtemps. Disons que c'est un miroir aux alouettes qui finit par révéler le jeu et, disons, l'impuissance et l'incapacité de ceux qui font office de diriger ce pays-là. Où sont les perspectives depuis bientôt 2 ans? Et si ça se résume surtout uniquement à accuser ses voisins du mal, il faut quand même se dire que les voisins avaient de bonnes relations avec leur pays avant. Et si c'est à cause de quelques ministres de l'ancien régime qui se retrouvent du côté du Nigeria, bon, on sait comment ça fonctionne. Et si le Nigeria s'amusait à les autoriser davantage à s'exprimer ou à vouloir déstabiliser le Niger, ce serait dommage. Je n'ose croire que le Nigeria soit dans cette posture-là. Non, il y a beaucoup plus intéressant à faire que de susciter la déstabilisation de son voisin. Mais est-ce que c'est bon pour Niamey? Oui, est-ce que c'est bon pour Niamey aujourd'hui d'accuser le Nigeria à l'heure actuelle? Quand on voit un peu les petites tensions sous-jacentes qui sont là, est-ce qu'il fait bon pour Niamey d'accuser le grand voisin? Non, il aurait pu l'accuser avec des preuves tangibles, encore que. Mais quand on voit le niveau d'imbrication, de dépendance, ne serait-ce que par rapport à l'énergie électrique qui est essentiellement fournie par le Nigeria et dont on connaît l'importance, le Niger avait beau décrier et même stigmatiser à juste titre d'ailleurs la coupure de l'électricité au début des sanctions de la CEDEAO. Parce qu'on voit les effets, y compris dans les hôpitaux, au niveau social. Bon, donc le Nigeria est revenu à d'autres considérations et ne demande qu'à coopérer. Mais on ne comprend pas c'est pour cette fièvre-là. Et je ne sais pas qui dans le régime ou quels sont vraiment les secteurs du régime qui sont en train d'attiser cette flamme-là. Ça dénote un manque d'expérience assez criard. Et finalement, ça montre le degré d'amateurisme de ceux-là qui, quand même, ont pris la tête d'un pays comme le Niger. Alors, vous, en tant qu'expert en gouvernance, certains analystes estiment aujourd'hui que l'homme fort de Niamey serait en manque de confiance. Est-ce que vous avez fait cette lecture-là? On ne voit que ça. Et si en plein midi, en plein jour, vous avez peur de votre ombre, c'est dire que la nuit est en situation réelle. Vous devez paniquer complètement. Non, c'est un pouvoir qui n'est pas bien assis au fond et qui tarde à développer un minimum pour avoir des relations acceptables. Vous voulez dire que le général Tiani a du mal à s'asseoir sur ce fauteuil, être très à l'aise? Il n'a pas l'air très assuré, manifestement. Peut-être qu'il, non seulement au sein de la... Vous voyez, une junte, c'est une juxtaposition de forces qui s'équilibrent, qui se contrebalancent.
où on se surveille, où on pense qu'à tout moment, le mal pourrait venir de son voisin ou d'un numéro 2, d'un numéro 3 planqué par là. Et il a un prisonnier de luxe à gérer dont il pense peut-être qu'une opération commando pourrait tendre à réaliser la libération ou l'exfiltration. Et enfin, peut-être qu'il craint que le plan d'invasion, parce que c'est ce qui est dit officiellement, et c'est ce qu'on sert, alors que la CEDEAO, le plus solennellement du monde, a déjà arrêté les sanctions. Et la volonté d'envahir ou bien d'organiser un débarquement, on voit que ça a fait long feu depuis très longtemps. Et qui sait qui y songe encore? Au contraire, au niveau de la CEDEAO, on en est à donner des moratoires, à tendre encore la perche pour que les États de l'AES reviennent à d'autres considérations. Donc là, on n'est pas... Et puis même si c'est la France qui était visée... Bon, la France a d'autres problèmes en ce moment. Mon Dieu, M. Macron a d'autres braises, M. Biden est finissant, et M. Trump qui est en train de lui succéder a aussi d'autres chats à fouetter. Et je crois que lui, il est pratiquement... Il est parti pour être dans une forme d'isolationnisme pour les États-Unis. Donc, quelle idée le Niger Oui, mais est-ce que la sortie du Niger de la CEDEAO pourrait être compliquée ou alors arranger la donne entre les deux pays? Non, bon, ça pourrait en partie compliquer les relations, mais je rappelle que les 3 pays membres de l'AES ont donné des garanties que la libre circulation des personnes serait... oui, mais pourquoi choisir le pan de la libre circulation des personnes et des biens? C'est-à-dire que ces pays de l'AES ont plus à perdre qu'à gagner par rapport à la CEDEAO. Je ne vous le fais pas dire. Au vu des populations de ces pays qui sont dans les autres États, oui, tout calcul bien fait. Les populations risqueraient de demander des comptes à leurs juntes parce que c'était une fuite en avant réellement aventureuse qui n'arrangeait pas, qui ne pouvait que compliquer la vie aux populations. C'est le minimum que nos populations ont. Et encore, allez y voir de plus près, cette fameuse libre circulation des personnes et des biens. Elle est loin d'être effective et complète. Hein. Mais bon, c'est quand même ça. C'est toujours ça. Et ils ont bien fait de l'offrir, et ça signifie qu'en retour, ils espèrent... Offrir, hein, oui, non, ils font semblant pour mieux réclamer qu'on le leur accorde. Enfin, ils font semblant d'accorder la libre circulation aux autres et pour mieux garantir celle de leurs concitoyens. Bon, c'est bien joué, encore que... Si pour le moment. Encore que... Si c'est bien joué pour le moment. Pourquoi seulement maintenant? Ils auraient pu le dire, le réaffirmer bien plus tôt. Et ça montre quand même qu'on gère au coup par coup. On travaille beaucoup sur l'émotion. Et ma foi, on manque de crédibilité. Et pour tout dire, à part le Togo, avec lequel ils n'ont pas de frontières, mais qui semble... auquel ils trouvent... D'ailleurs, le Togo est pratiquement leur parrain au niveau de la CEDEAO. Alors, justement, pour sortir de ce premier sujet, alors, d'un côté, on a 3 pays qui ont formé l'AES et qui décident de sortir de la CEDEAO. Mais à côté de ça, on a également certains de ces pays qui, comme le Niger, n'accusent pas leurs voisins de ceci ou de cela, mais qui, à côté de ça, essayent un tant soit peu de renforcer leur coopération bilatérale avec les autres pays membres de la CEDEAO. Alors, ma question a 2 volets. Le premier volet, c'est de savoir, est-ce que ces 2 pays parlent le même là? Et deuxièmement, qui veut doubler qui ou qui essaie de tromper qui? Parce qu'on a vu le Mali qui essaie d'entretenir ses relations bilatérales avec d'autres pays de la CEDEAO, même son de cloche par rapport au Burkina. Alors, dans cette alliance, dans ce mariage à 3, est-ce que le là est le même et qui sait de tromper qui? En tout cas, l'expérience n'est pas la même. Le Mali... Mais les 3 ont connu des coups d'État. Non seulement, oui. Sur non, ce point-là, quand même... l'expérience historique. D'accord. Et en remontant très loin, le Mali me semble plus éprouvé, plus avisé et peut-être
est-ce un hasard? Et effectivement, le chef de la diplomatie malienne et celui du Togo sont d'anciens collègues ou entretenaient des relations antérieures à leur, Avant leur leur prise de promotion. fonction et Voilà. tout. Donc, ça aussi, ça arrange les choses. Les jeunes qui sont au pouvoir souffrent de ne pas connaître davantage de monde. Hein. On les appellerait Kopeta ou bien Gaou, là, pour faire vulgaire. Il est important que les relations interpersonnelles également soient de mise dans un bon climat, dans la recherche d'un bon climat de relations. Mais ce n'est pas une fatalité. Il faut toujours un début. Mais si on se braque dès le début, si on pense que le mal est partout, le colonel Damiba, le lieutenant-colonel Damiba qui a été dégagé du pouvoir par le capitaine Ibé, bon, est au Burkina, pardon, est au Togo, qui est voisin du Burkina. Ce n'est que récemment que le Burkina a tenté d'en dire quelque chose. Mais le Burkina sent très bien qu'il n'a pas trop intérêt à tirer sur cette corde-là. À froisser le Togolais. Ben oui, sinon vous vous coupez de tout. Et le Niger, pour l'instant, a beau jeu de vouloir faire le dos rond, de monter les enchères, notamment avec les deux pays qui ont des frontières avec lui, au niveau de la CEDEAO, parce qu'il pense que c'est de là que viendrait une attaque. Mais le Niger ne renonce pas à vouloir faire passer du pétrole, à vouloir tirer de l'argent de tout ça. Et non, je le répète, c'est une politique aventureuse. Et au sein de l'AES, je crois que la mise au point se fera tôt ou tard. Et au finish, chacun observera que les trois membres pris ensemble de l'AES n'ont jamais remis en cause leur appartenance à l'UEMOA. Et l'UEMOA, quand même, trouve une monnaie qui est puissamment parrainée par la fameuse puissance impérialiste qu'on voit partout. Sauf, bizarrement, là, pourquoi ferme-t-on les yeux pudiquement sur ça, alors que la monnaie est un instrument de souveraineté. Donc, on voit très bien qu'on amuse la galerie et qu'on laisse l'essentiel pour des escarmouches sans lendemain. Alors là, nous nous rendons du côté du vieux continent, Union européenne-Suisse, un accord historique signé entre les deux partenaires. Les relations entre l'Union européenne et la Suisse ont toujours fonctionné avec le groupe de mots « Je t'aime », moi non plus. Parce que la Suisse avait au moins deux particularités, sa neutralité légendaire, et donc deuxièmement, n'étant pas membre de l'Union européenne pendant longtemps, elle n'en avait pas moins un régime libéral assez particulier, en tout cas qui dénoutait avec les règles communautaires. Mais tous avantages bien pesés, la Suisse également comprend qu'elle ne peut pas davantage se singulariser au plan économique, d'où les accords de partenariat qui ont été assez souvent négociés pour définir, pour donner un contenu acceptable à ces relations entre les voisins de la Suisse que sont la France, l'Allemagne, l'Italie notamment, et la Suisse. Et je crois que la Suisse n'y est pas si perdante que ça, parce qu'à l'inverse, elle peut bénéficier de l'accès à un marché plus important. Mais justement, à ce niveau, pourquoi après plusieurs années d'hésitation, la Suisse aujourd'hui décide de passer à la vitesse supérieure par rapport à ses relations avec l'Union européenne? Elle aurait été peut-être un peu trop isolée quand elle voit comment les pays scandinaves se sont fait une raison, la Suisse n'irait pas jusqu'à observateur, la Suisse n'irait certainement pas jusqu'à intégrer l'OTAN, parce que ce serait une sérieuse remise en cause de son fonctionnement intérieur, voyez-vous. Mais au plan économique, où les pays sont imbriqués, vous passez de la France en Suisse sans vous en rendre compte et vice-versa. Les douanes d'ailleurs de chacun des deux pays fonctionnent par des incursions régulières dans l'autre pour traquer la fraude. Mais lorsque tout a été évalué, il n'est pas bon de continuer à se singulariser, par exemple, comme le réceptacle des fraudes fiscales. Et alors que
sur d'autres plans, la Suisse aurait probablement besoin désormais d'une plus grande ouverture sur l'Europe. Quand on prend l'industrie de l'aviation, ça peut être un marché porteur pour la Suisse qui a un niveau technologique très pointu, mais qui n'a pas un marché très large. Et donc, par son savoir-faire et ses capacités, même financières, oui, la Suisse, finalement, n'est pas perdante. Évidemment, le contre-coup, et ça rejoint un peu ce que craignait la Grande-Bretagne, c'est qu'il faut accorder aux autres ce que vous êtes en train d'obtenir chez eux. Ouais. Alors, est-ce qu'à ce jeu-là, la Suisse sera gagnante? Jusqu'à quel point son marché intérieur, son marché du travail notamment, pourra-t-il être protégé? Jusqu'à quel point les Suisses d'origine, les Suisses eux-mêmes, même s'ils subissent une immigration et parfois la veulent, l'organisent, mais avec une plus grande ouverture aux autres Européens, est-ce qu'il n'y aura pas davantage maintenant de problèmes, de conflits, d'accès au travail, aux biens sociaux, aux avantages sociaux? La Suisse avait son confort à elle. Et on voyait même avant ces accords-là comment elle avait du mal à gérer l'afflux des ressortissants des pays de l'Est. Et pour commencer par eux, je laisse même de côté les Syriens, les Africains et tous les autres, mais donc ceux qui leur ressemblent un peu par la culture, et n'en était pas moins déjà un problème sur le marché du travail. Alors justement, je veux comprendre, selon vous, l'expert en gouvernance que vous êtes, pourquoi jusqu'à ce jour la Suisse refuse d'adhérer à l'Union européenne? Et puis, deuxièmement, dans cette relation, on pourrait se tromper, mais on a comme l'impression que c'est l'Union européenne qui a plus besoin de la Suisse, alors même que l'Union européenne est quand même le premier partenaire commercial de Berne. Oui, l'Union européenne a envie de normaliser un peu la Suisse. Cette singularité ne l'arrange pas trop. Le Luxembourg est, disons, cadré, est moins menaçant qu'une Suisse trop singulière, me semble-t-il. Et au vu du marché financier que représente la Suisse, oui, c'est toujours intéressant de les avoir avec soi. Est-ce que la Suisse, lorsqu'on on scrute un peu, on analyse, on décrypte un peu le comportement de la Suisse, on a comme l'impression qu'ils ne veulent pas trop avoir affaire à ce qui se passe du côté de l'Union européenne. Alors qu'aujourd'hui, l'Union européenne est en train de s'agrandir. D'ici à là, nous allons nous retrouver à 28, peut-être 30 pays au sein de l'Union européenne. C'est un marché qui devient important chaque jour un peu plus. Mais alors, les problèmes d'immigration que connaît l'Union européenne, est-ce que c'est ça qui freine un peu l'adhésion, ou alors qui font en sorte que la Suisse, depuis des années, ne compte même pas regarder de ce côté pour son adhésion? Avant les problèmes d'immigration, la Suisse avait son particularisme, aimait bien sa tranquillité, sa vie pépère. Désormais, c'est une réalité que de partout, les frontières européennes sont sollicitées, sont sous une pression migratoire importante. Et l'extrême droite n'est pas moins en vogue, n'est pas moins en train de monter en Suisse également. Même il y a quelques années, elle n'a pas je crois même qu'elle a dirigé le gouvernement. À un moment donné. Voilà, donc c'est dire que cette poussée de l'extrême droite est une réaction. Et on voit le mal avec l'étranger, le bouc émissaire aux difficultés. Tous les pays ont plus ou moins des difficultés économiques. C'est peut-être pas la crise pour la crise, mais dès que c'est comme ça, le bouc émissaire idéal est malheureusement l'étranger, qui accepte du travail moins cher, qui n'est pas souvent composé de gens de grands revenus, et parmi lesquels on peut retrouver la pègre et une forme de banditisme plus importante que dans la population initiale du pays. Oui, mais est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui estiment que la Suisse a décidé de se singulariser parce qu'ils ne font pas encore face, mais est-ce qu'elle pourra tenir aussi longtemps que ça? Aux problèmes de terrorisme comme les autres, comme certains pays européens? Oui, mais pendant combien de temps pourront-ils se tenir à l'abri de ça? Et là, on rejoint la question de la neutralité de la Suisse. Quel est le contenu que la Suisse aujourd'hui peut donner
au concept de neutralité dans ce monde-là qui est complètement bouleversé. Quand la Suisse mettait en avant cette singularité avec une armée aussi légère que possible, disons pratiquement une armée de conscription, de volontaires et autres. La Suisse a peur peut-être d'être aussi entraînée dans la défense européenne et jusqu'au niveau de l'OTAN qui aujourd'hui est nez à nez avec l'Union soviétique, enfin avec l'ancienne Union soviétique à travers la Russie. Et donc ça, peut-être que les Suisses sont toujours d'accord pour ne pas se laisser entraîner jusqu'à ce point, contrairement à la Suède qui a fini par adhérer. Les pays scandinaves, la Suède qui a fini par adhérer à l'OTAN. Alors, lors de cette rencontre, la présidente de la Commission de l'Union européenne a déclaré « L'Union européenne évite de créer une Europe à la carte ». Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cette déclaration, selon vous? Non, ça veut dire que l'Union européenne veut uniformiser ses mesures, parce que dans les pays membres de l'Union européenne, le débat fait toujours rage sur la dictature de Bruxelles. Et les gens trouvent le Parlement européen, trouvent les normes européennes dans l'agriculture, dans tout, dans les transports, et que sais-je encore, trouvent ça parfois un peu trop draconien. Et les Suisses sont-ils prêts à perdre toute leur liberté, toute leur singularité? Et par endroits, oui, certains industriels ne diraient pas non, parce que ça permet d'accéder à d'autres marchés, de mieux vendre, ou bien même d'aller prendre des participations chez les autres sans trop de restrictions. Oui, mais d'une façon ou d'une autre, est-ce que la Suisse ne se sent pas déjà, excusez-moi, la Suisse ne se sent pas déjà un peu partie prenante de l'Union européenne quand on sait que c'est quand même le seul pays en Europe où nous avons 3 langues officielles, à savoir le français, l'allemand et l'italien. Tout à fait. Elle est culturellement, elle est plus que tout le monde. Donc la Suisse est quand même europhile alors. Absolument. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un grand carrefour pour l'Europe. Et peut-être que c'est un symbole qu'il faut savoir préserver. Et, tenez, c'est la Suisse qui offre la garde au Vatican, au Saint-Siège notamment. Donc l'un dans l'autre, pendant combien de temps est-ce que ce sera comme ça? Et le jour où il y aura une poussée musulmane importante, peut-être que ça aussi, ça va être remis en cause. Elle offre la garde, mais sauf qu'au niveau du Vatican, on se mouille vraiment. Comparé à la Suisse qui ne veut vraiment pas se mouiller. Alors pour sortir de ce sujet, pour certains europhiles, cet accord est à la fois historique, mais également théorique. Oui, peut-être théorique, c'est à la pratique on verra. De toute façon, aujourd'hui, le fonctionnement de l'Europe montre que l'uniformité, l'adhésion quasi unanime de tous ne sera plus de mise. Les gens sont tellement d'horizons divers, ont des intérêts tellement divers que dans les faits, ça ne fonctionne plus si harmonieusement que ça. Et tenez, même l'accord qui a été signé récemment entre l'Union européenne et l'Amérique latine, le Mercosur, est puissamment remis en cause. Par certains États. Oui, en France même, aussi. Où il n'y a pas de gouvernement en place. Oui, mais d'ici là, ils auront un gouvernement quand même. Oui, bon, c'est tout le mal que je leur souhaite. Mais il se dit puissamment, parce que l'opinion publique, les agriculteurs, trouvent que cet accord va complètement à l'encontre de leurs intérêts. Et la classe politique n'a pas été sourde à ça, a commencé à laisser entendre également qu'elle remettrait en cause cet accord. Voyez-vous, donc même des pays historiques de l'Union européenne ne jouent plus complètement le jeu. Et il me semble-t-il, cette Europe à la carte elle va plus que jamais s'imposer au vu des particularités des uns des autres et de la volonté de les avoir à tout prix ensemble. Donc c'est le prix à payer que d'accepter finalement ce singularisme. Même le Brexit a montré ses limites. La Grande-Bretagne, si elle pouvait revenir et si on pouvait la laisser venir, ça voudrait dire également avec ses particularités, parce qu'on a vu à l'épreuve que ça ne marche pas complètement ensemble. Il y a des irrédentismes, il y a des identités assez fortes, et c'est à l'Union européenne, à l'Europe, de savoir aussi accueillir ce pluralisme.
Le vivre ensemble, hein, c'est ce qui nous amène de l'autre côté de la Méditerranée. Nous sommes en Israël. 2 poids, 2 mesures. C'est l'accusation de l'État hébreu envers le souverain pontife après ses propos sur Gaza. Le ministre israélien des Affaires étrangères accuse le pape François. Peut-être que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais peut-on sérieusement reprocher au pape de s'émouvoir que 7 enfants d'une même famille aient été assassinés ou soient tombés sous les bombes de l'armée israélienne, et si légitime soit le droit de poursuite et de l'État d'Israël depuis le 7 octobre 2022. 2023, pardon, autant pour moi, depuis plus d'1 an en tout cas. Est-ce une raison pour bombarder et massacrer à tout va? Non, il y a des outrances qui ne sont pas acceptables à ce niveau-là. Donc tous ces enfants seraient-ils des terroristes? Ces dégâts collatéraux en sont-ils acceptables? Non, le pape, comme autorité morale, se doit de rappeler que la guerre n'autorise pas tout. Et là, il y avait symboliquement quand même une situation qui appelait l'indignation d'une autorité morale de cette envergure. Mais ça cache d'autres divergences. Et ça reflète à quel point le Saint-Père ou bien le Vatican en général s'est souvent démarqué de l'arrogance d'Israël en appelant à davantage de tempérance, de conciliation, pour que l'harmonie soit entre les peuples de cette région-là. Alors justement, certains estiment que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Oui. Est-ce que le 2 poids 2 mesures dans ce conflit est quelque chose de nouveau? Alors on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que Israël s'indigne? Est-ce que c'est parce que c'est le Saint-Père qui dénonce ce qui se passe du côté de Gaza? Israël s'est toujours indigné de toute remarque qu'il chatouillait un peu dans ses abus. Et maintenant, le Saint-Père n'est pas n'importe qui. C'est une figure. C'est un chef d'État. Pas n'importe d'un État souverain. Franchement, un État très central. Pas comme les autres. Un État théologique. Et par rapport à Israël, qui n'est pas moins adossé à une religion et donc à un monothéisme qui est fortement rival du christianisme ou du catholicisme que le Saint-Père incarne ou dirige. Mais je ne voudrais pas croire que c'est la guerre des religions pour autant. Non, Israël a bénéficié jusqu'à l'indécence du 2 poids 2 mesures de la plupart des pays européens, des médias, de l'ensemble du système international. Et donc, dès que quelqu'un s'avise à lui faire la moindre remarque, comme il n'y a pas longtemps, le secrétaire général des Nations Unies, Gutiérrez, on voit comment ça réagit en même temps. Ça réagit. Donc, Israël reste frileux sur ce qui peut lui être fait comme remarque par rapport à sa conduite au niveau de la scène internationale. Quand c'est trop, c'est trop. Quand c'est trop, ça mérite également qu'on dise aux autorités israéliennes, leur fait, ça ne fait pas de tous les Israéliens des gens odieux. Non, c'est la gouvernance militaire et diplomatique d'Israël qui est en cause. Alors justement, parlant de l'État hébreu, ils ont déclaré que les remarques du pape sont particulièrement décevantes. Elles sont déconnectées du contexte réel et factuel de la lutte d'Israël contre le terrorisme. Est-ce que est-ce que le terrorisme peut autoriser ces abus-là, tous ces massacres-là? Tuer 7 enfants. Quand même, et plus que ça, parce que ça c'est symbolique en soi. Et ce n'est pas un seul enfant d'une famille, c'est 7 d'une même. Et alors s'ils ont des gènes de terroristes, ben Israël n'a qu'à le dire pendant qu'il y est. À un moment donné, il ne faut pas se laisser aveugler par la volonté de se rendre justice tel qu'Israël le fait. Oui, mais d'une façon ou d'une autre, est-ce qu'Israël a déjà quand même décapité les têtes pensantes du Hamas? Alors, on se pose la question de savoir pourquoi les frappes continuent au niveau de Gaza. Pourquoi? Et non, c'est une manière de... C'est une autre forme de terrorisme, à la limite.
Et cette violence aveugle, cet interventionnisme à tout va, même en Syrie à côté, avec les événements qui ont eu lieu, récemment, Israël s'est autorisé, s'est donné le droit d'aller frapper, d'aller détruire l'arsenal aérien de l'armée régulière. Bon, mais si c'est dans une visée de paix que Israël fait cette guerre et tous azimuts, et le moment venu, il faudra qu'elle accepte d'en payer le prix. Mais je crois que ça dépasse les objectifs, ça dépasse les limites d'une... le mot m'échappe, hein, mais d'une autodéfense. Si Israël a été agressé, et Israël l'a été effectivement le 7 octobre, il faut que la riposte demeure proportionnelle. On ne peut pas mettre autant de populations sur les routes, les laisser affamer, leur faire subir les violences qu'on voit et s'attendre à ce que tout le monde applaudisse. Non, si les États-Unis sont complaisants et même ne l'ont pas été tout à fait ou constamment par endroits, il y a eu des remarques faites même par leurs alliés américains, parfois même par la France, même si ça ne dure pas longtemps, ces remarques-là, ces indignations qui tendent à se donner bonne conscience. Non, il y a une limite que Israël doit savoir, doit pouvoir observer dans sa volonté de revanche ou de défense. Alors si certains alliés d'Israël applaudissent, hein, du côté du Saint-Siège, on a condamné cela et le chef du Vatican a d'ailleurs condamné la cruauté d'une frappe aérienne israélienne qui a tué 7 enfants palestiniens, comme vous l'avez dit tout à l'heure du côté de Gaza. Le pape lui parle plutôt de cruauté. Pour lui, c'est pas la guerre. Alors, je vous pose la question de savoir, hein, Joël, vous qui décryptez quand même l'actualité internationale depuis pas mal de temps, est-ce que dans ce conflit entre Israël et Hamas, on peut dissocier la cruauté de la guerre? Très difficile, j'avoue. Le terrorisme est déjà une forme de cruauté que partagent les belligérants en face, parce que ça ne respecte pas le code. La guerre entre les États est basée sur des normes, sur un minimum de valeurs et de codes. Et dans le conflit qui oppose Israël à ses voisins, et notamment d'abord aux Palestiniens, on n'observe pas toujours cela, ni de la partie palestinienne, ni de la partie israélienne. Il faut le reconnaître. Les outrances, la cruauté peuvent atteindre des niveaux réellement indigestes, réellement inédits. Et même la guerre n'est pas acceptable en soi, mais à tout le moins, elle est codifiée. Il y a une manière de faire. Oui, mais celle-ci, est-ce qu'elle est codifiée? Non, pas du tout, au contraire. Et il est vrai que des discussions ont lieu de temps à autre pour des échanges de prisonniers, pour des cessez-le-feu, pour permettre que des vivres soient apportés aux populations civiles. Mais dès lors que les activistes du Hamas, par exemple, utilisent probablement une partie de la population, les infrastructures socio-sanitaires, comme des boucliers humains, comme des façades pour leurs activités, oui, ça complique la tâche. Mais Israël, le sachant, et ayant quand même d'autres moyens, pouvait s'y prendre autrement. Vous avez bien fait de rappeler qu'Israël n'a pas manqué de cibler et de liquider même la plupart des dirigeants du Hamas, du Hezbollah et que sais-je encore. Dans cette démonstration... Et là, maintenant, il se retrouve déjà vers les rebelles houthis, du Yémen, pour dire que Benjamin Netanyahu l'a dit, ils vont agir avec détermination. Pourquoi pas? Mais ce discernement est plus acceptable que les frappes aveugles qui sont destinées à qui sont une autre forme de terrorisme. On ne doit pas avoir peur des mots. On ne peut pas répéter les erreurs ou les outrances de l'adversaire. Et d'ailleurs, l'adversaire lui-même le fait souvent aussi en réaction à... Vous voyez, c'est cyclique. Et il faut bien qu'on casse un peu cette spirale de la violence qui fait que des enfants naissent dans ça et finalement n'ont pour horizon que la violence et pas autre chose. Alors pour finir, est-ce qu'on pourrait avoir les jours à venir des relations encore
plus tumultueuse entre les deux États, à savoir l'État israélien et le Vatican. Oui, c'est pas. On n'en est pas sorti encore. De l'auberge. Non, 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 non. À tout moment, que ce soit François ou un autre pape, le Vatican en soi est se sent très interpellé par ce qui se passe là-bas. Et donc la conscience morale d'une figure centrale comme le pape est toujours attendue dans ce conflit pour appeler à davantage de raisons de fraternité, d'ouverture. Et si c'est les mêmes enfants d'Abraham, pourquoi il n'y a pas lieu de désespérer? Il faudra continuer de prêcher pour le retour à la paix. Ceux qui n'ont pas désespéré, c'est le nouvel homme fort de Syrie, justement. Arrestation du nouvel homme fort de Syrie. Washington abandonne les offres de récompense. Je vous pose la question de savoir, ce nouvel homme fort serait-il devenu subitement monsieur propre? C'est ce qu'on est en train de nous faire croire, de nous faire avaler. Oui, monsieur propre, en se rasant un peu la barbe, en se vêtissant de costumes occidentaux, si ça suffit à faire de lui un allié ou un semblable de l'Occident, bien leur en prennent. Mais on a vu comment cette manière de se trouver des alliés à bon compte a fini par se retourner contre les puissances occidentales. L'Afghanistan est un exemple tout en puissance, tout encore réel pour nous le rappeler. Non, on ne peut pas, avec des gens comme ça, considérer qu'ils seraient... on ne peut pas les absoudre. Il est vrai qu'on est en réelle politique, où l'ennemi de mon ennemi peut être mon ami. Mon ami pourrait être mon ami. Pourrait, voilà. Et si Bachar Assad était le mal absolu, bien, est devenu le mal absolu à un moment donné, puisqu'il n'a pas moins été... un allié de l'Occident. Un allié de l'Occident, vu comme quelqu'un de présentable. Surtout du vivant de son père. Hein. Non, mais même lui a eu droit au tapis rouge avec M. Sarkozy à Paris. Oui, d'accord. Bon, donc, quand même, il n'y a pas si longtemps que ça, nous sommes témoins de cela. Alors, justement, Joël... Donc, tout est réversible au gré des intérêts. S'il a suffi d'une seule rencontre avec des émissaires américains, et voilà les récompenses contre Joulani abandonnées, alors que jusqu'au 19 décembre 2024, il était encore classé dans la grille très fustigée de terroristes. C'est dire que c'est selon le bon vouloir des puissants de ce monde. Et finalement... Oui, est-ce que ces puissants regrettent de ne l'avoir pas aidé en son temps? Parce qu'on se rappelle que les Américains, quand Obama était là, n'ont pas voulu véritablement apporter de l'aide. Selon les grilles de lecture, parce que si on les a catégorisés comme d'odieux terroristes et autres, là, souvenez-vous de tout ce qu'on disait de l'État islamiste. Hein, c'était plus noir que noir, quoi. Et aujourd'hui, on tend à y voir quelques lumières, quelque chose de présentable, à dire que non, c'est de l'histoire ancienne. Et je n'en suis pas convaincu. Maintenant, le réalisme peut venir des deux côtés, le pragmatisme, et surtout de la part de ceux qui viennent de prendre le pouvoir à Damas. Et sont-ils sérieusement assis? Et ça reste à démontrer. Ils sont à Damas, mais ils ne sont pas partout. Justement, alors qu'il y a des frappes qui continuent dans certaines régions du pays. Il y a d'autres factions qui n'ont pas dit leur dernier mot. Si c'est une manière de détacher la partie la plus acceptable de toute cette horde-là, bon, pourquoi pas. Et si ça permet d'avoir une stabilisation des conflits dans la zone et de couper notamment l'Iran du Liban, du Liban et par ricochet, d'empêcher l'Iran d'intervenir et plus directement à travers ces canaux-là ou en Israël. Oui, là on est en pleine géopolitique et c'est la guerre des dominos. Les Russes, jusqu'à quel point ils ont perdu leur bille. Ils ont commencé à se retirer. Ils ont commencé à se retirer. Leurs deux bases, qu'est-ce qu'elles deviennent dans le deal? On parle également des Kurdes qui vont être sacrifiés dans cette affaire-là, où
on ne veut pas surtout de leur émergence, on ne veut même pas les voir. Et aux Ouais, mais affaires ça, à Damas, c'est Ankara qui ne veut pas les voir. c'est Ankara qui ne veut pas les voir, mais Alors, et justement, ça il y a me une permet, conspiration oui, ça me permet de internationale vous poser contre les cette Kurdes, question. oui. Le jour de la chute de Bachar Assad, Donald Trump, le président nouvellement élu des États-Unis, était du côté de Paris pour l'inauguration de Notre-Dame et il a déclaré que les États-Unis n'étaient pas concernés. Mais là, c'est les États-Unis qui sont allés vers l'homme fort de la Syrie. Certainement que la reconstruction de la Syrie, on en parle déjà. Est-ce que Donald Trump pourrait à un moment donné ravaler ses vomissures, je me permets de le dire, parce que quand on parlera de reconstruction, est-ce que les États-Unis seraient prêts à laisser la Russie, surtout la Chine, aller gagner tous les marchés, alors que Donald Trump avait dit que ce qui se passait de ce côté ne concernait pas les États-Unis? Ça va les concerner plus que jamais aussi. Ça ne les concerne pas déjà. Et non, ils ont toujours un œil là-dessus. Et ils auraient tort, surtout à un moment où la Russie est en train de perdre pied ou bien à d'autres chats à fouetter, de laisser la Syrie en l'état. Israël ne s'est pas fait prier pour intervenir puissamment sur, sans parler du Golan déjà, qui est l'objet d'une annexion de fait. Israël a poussé l'avantage en détruisant une partie du potentiel militaire syrien. Les autorités syriennes sont intéressantes pour les États-Unis et en ce qu'elles s'engagent à maîtriser les armes qui circulent. Est-ce que, et ça, c'est pas bon à prendre dans la volonté de contrôler d'abord militairement, politiquement la région et pour déboucher maintenant sur le business. Et qui refuse de faire du business, ma foi. Et il n'est pas question d'en faire cadeau à la Chine qui n'a rien investi qui s'est tourné les pouces et qui entend cueillir les lauriers avec les autres. Non, les États-Unis ne se feront pas prier pour intervenir là. Mais cet exemple montre à quel point les États-Unis sont quasiment des apprentis sorciers qui entretiennent des figures ou bien des mouvements qui finissent par leur péter entre les mains. Et même, comment on l'appelle, celui qui a été finalement liquidé au Pakistan, j'oublie son nom. Oussama Ben Laden. Hein. Oui, Oussama. C'est pratiquement dans les mêmes conditions que quelques temps avant les attentats, ils sont allés le voir. Ils sont allés à son chevet au niveau d'un hôpital. Il était collaborateur de la CIA et des États-Unis. Donc l'imbrication des États-Unis dans ces mouvements terroristes pour affaiblir... oui, n'est plus à démontrer ou bien se révèle comme ça. Et c'est la même chose qu'Israël a fait avec le Hamas. Donc, quand ça les arrange, ils sont capables de générer, de susciter des mouvements de ce type-là. Et puis, à l'inverse, on peut également leur tailler des costards de gens fréquentables tout d'un coup. Alors, dernière question, hein, nous savons tous que cette branche de HTS est une ancienne branche du groupe Al-Qaïda. Mais aujourd'hui, certains se bombent le torse et ils ne ratent l'occasion de dire que dans toute cette situation, celui qui en sort vainqueur aujourd'hui, c'est l'homme fort de Damas. Est-ce que c'est forcément votre avis ou alors c'est précoce, c'est tôt de dire que c'est lui qui en sort un peu vainqueur? J'incline à considérer que rien n'est gagné pour l'instant. On l'a dit tout à l'heure, l'intérieur du pays grouille toujours. Et il faut attendre le jeu des alliances qui va se faire entre les uns et les autres et comment les puissances régionales vont continuer d'intervenir ou non. On a parlé de la Turquie et d'Israël. L'Iran, pour l'instant, ne s'est pas montré. Et d'ailleurs, le Premier ministre turc se vantait d'avoir dissuadé l'Iran et la Russie d'intervenir. Oui, mais quelle sera la place kurde? La problématique. Comment est-ce que le nouvel M4 pourrait récompenser les Kurdes? Parce qu'on connaît, on sait le rôle qu'ils ont joué. Même si on ne veut pas nous faire... Bon, la menace est là. Le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, en allant à Damas hier ou au cours du week-end, a réaffirmé, a dit très fortement que la Turquie n'accepterait pas que les Kurdes puissent pointer le bout de leur nez au niveau de la direction des affaires politiques. C'est
quasiment une menace qui est faite d'intervenir puissamment encore pour bouleverser les choses. Pas pour longtemps. Voilà, jusqu'à quel point la Turquie aurait-elle de Damas pourrait avoir de nouveaux parents entre-temps. Hein? Voilà, des alliances pourraient se faire. Les Kurdes, ils sont aussi assez bien implantés en Irak. En Iran, en Turquie, donc ils sont sur 4 Syrie, ou 5 États donc, voilà. Et ne demandent qu'à faire le grand Kurdistan qu'on leur refuse et que de manière cynique on a refusé en faisant le découpage colonial qu'on sait après le départ des Anglais ou avec le départ des Anglais. Donc cette question va se reposer et il serait intéressant de voir quelle réponse on lui apporte. Et malheureusement, c'est les États les plus faibles qui vont subir cela. Et ceux qui sont probablement forts aujourd'hui, comme la Turquie, vont continuer à repousser les Kurdes, qui vont se replier dans l'un des autres États, en attendant de pouvoir trouver une coalition ou davantage l'oreille de la communauté internationale pour réparer cette injustice historique. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre décryptage international de ce lundi, 23 décembre 2024. Nous sommes allés au Nigeria. Nous avons parlé des relations entre l'Union européenne et la Suisse. Israël est également au menu avec le 2 poids 2 mesures. C'est l'accusation de l'État hébreu vis-à-vis du souverain pontife à ce sujet. Vous avez écouté l'argumentaire de mon invité. Nous allons terminer par les États-Unis où nous avons parlé de l'arrestation du nouveau dirigeant syrien qui serait désormais jeté au calan grec après sa rencontre avec des émissaires américains. Pour décrypter cette actualité la veille de cette nativité, j'ai reçu pour vous Joël Ataï Guédégbé, à qui je souhaite déjà un joyeux Noël. Merci Tatiana, à vous autant tous les beaux cadeaux du Père Noël. Ah, de toutes les façons, les cadeaux du Père Noël, je les attends déjà. Merci de nous avoir... téléspectateurs. D'accord. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite déjà un joyeux Noël. Merci. Restez toujours câblés. ESAE Télévision, la télévision de l'excellence.